Bonjour à toutes et à tous. Voilà le deuxième volet de notre petite série thématique que je vous ai proposée, la Corse, la Vendetta. Après la nouvelle de Prosper Mérimée que j'ai enregistrée précédemment, Matteo Falcone, voici la nouvelle de Maupassant, une Vendetta. Vous me direz, si vous le souhaitez, si vous entendez, si vous ressentez des différences entre l'écriture de ces deux auteurs du XIXe siècle, ça m'intéressera. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. La veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils une petite maison pauvre sur les remparts de Bonifacio. La ville, bâtie sur une avancée de la montagne, suspendue même par place au-dessus de la mer, regarde par-dessus le détroit hérissé d'écueils la côte plus basse de la Sardaigne. À ses pieds, de l'autre côté, la contournant presque entièrement, une coupure de la falaise qui ressemble à un gigantesque corridor lui sert de port, amène jusqu'aux premières maisons, après un long circuit entre deux murailles abruptes, les petits bateaux pêcheurs italiens ou sardes, et chaque semaine, le vieux vapeur poussif qui fait le service d'Ajaccio. Sur la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore. Elles ont l'air de nids d'oiseaux sauvages, accrochés ainsi sur ce roc, dominant ce passage terrible où ne s'aventurent guère les navires. Le vent, sans repos, fatigue la mer, fatigue la côte nue, rongée par lui, à peine vêtue d'herbe. Il s'engouffre dans le détroit dont il ravage les bords. Les traînées d'écume pâle, accrochées aux pointes noires des innombrables rocs qui percent partout les vagues, ont l'air de lambeaux de toile, flottant et palpitant à la surface de l'eau. La maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la falaise, ouvrait ses trois fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé. Elle vivait là, seule, avec son fils Antoine, et leur chienne sémillante, grande bête maigre aux poils longs et rudes, de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au jeune homme pour chasser. Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement d'un coup de couteau par Nicola Ravolati, qui, la nuit même, gagna la Sardaigne. Quand la vieille mère reçut le corps de son enfant, que des passants lui rapportèrent, elle ne pleura pas, mais elle demeura longtemps immobile à le regarder. Puis, étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit la vendetta. Elle ne voulut point qu'on restât avec elle, et elle s'enferma auprès du corps avec la chienne qui hurlait. Elle hurlait, cette bête, d'une façon continue, debout au pied du lit, la tête tendue vers son maître et la queue serrée entre les pattes. Elle ne bougeait pas plus que la mère, qui, penchée maintenant sur le corps, l'œil fixe, pleurait de grosses larmes muettes en le contemplant. Le jeune homme, sur le dos, vêtu de sa veste de gros drap trouée et déchirée à la poitrine, semblait dormir. Mais il avait du sang partout, sur la chemise arrachée pour les premiers soins, sur son gilet, sur sa culotte, sur la face, sur les mains, des caillots de sang s'étaient figés dans la barbe et dans les cheveux. La vieille mère se mit à lui parler. Au bruit de cette voix, la chienne se tut. Vade. Tu seras vengé. Tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. Dors. Dors, tu seras vengé, entends-tu? C'est la mère qui le promet. Et elle tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien. Et lentement, elle se pencha vers lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres mortes.
Alors Sémillante se remit à gémir. Elle poussait une longue plainte monotone, déchirante, horrible. Elles restèrent là, toutes les deux, la femme et la bête, jusqu'au matin. Antoine Saverini fut enterré le lendemain et bientôt on ne parla plus de lui dans Bonifacio. Il n'avait laissé ni frère ni proche cousin. Aucun homme n'était là pour poursuivre la vendetta. Seule la mère y pensait, la vieille. De l'autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un point blanc sur la côte. C'est un petit village sarde, Longosardo, où se réfugient les bandits corses traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau, en face des côtes de leur patrie, et ils attendent là le moment de revenir, de retourner au maquis. C'est dans ce village, elle le savait, que s'était réfugié Nicola Ravolati. Toute seule, tout le long du jour, assise à sa fenêtre, elle regardait là-bas, en songeant à la vengeance. Comment ferait-elle sans personne, infirme, si près de la mort? Mais elle avait promis, elle avait juré sur le cadavre. Elle ne pouvait oublier, elle ne pouvait attendre. Que ferait-elle? Elle ne dormait plus la nuit. Elle n'avait plus ni repos ni apaisement, elle cherchait, obstinée. La chienne, à ses pieds, sommeillait et parfois, levant la tête, hurlait au loin. Depuis que son maître n'était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle l'eût appelé, comme si son âme de bête, inconsolable, eût aussi gardé le souvenir que rien n'efface. Or, une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, la mère, tout à coup, eut une idée de sauvage vindicatif et féroce. Elle la médita jusqu'au matin. Puis, levée dès les approches du jour, elle se rendit à l'église. Elle pria, prosternée sur le pavé, abattue devant Dieu, le suppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son pauvre corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le Fils. Puis elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien baril défoncé qui recueillait l'eau des gouttières. Elle le renversa, le vida, l'assujettit contre le sol avec des pieux et des pierres, puis elle enchaîna Sémillante à cette niche et elle rentra. Elle marchait maintenant sans repos dans sa chambre, l'œil toujours fixé sur la côte de Sardaigne. Il était là-bas, l'assassin. La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La vieille, au matin, lui porta de l'eau dans une jatte, mais rien de plus. Pas de soupe, pas de pain. La journée encore s'écoula. Sémillante, exténuée, dormait. Le lendemain, elle avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne. La vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête, devenue furieuse, aboyait d'une voix rauque. La nuit encore se passa. Alors, au jour levé, la mère Saverini alla chez le voisin, prier qu'on lui donnât 2 bottes de paille. Elle prit de vieilles hardes qu'avait portées autrefois son mari et les bourra de fourrage pour simuler un corps. Ayant piqué un bâton dans le sol, devant la niche de Sémillante, elle noua dessus ce mannequin qui semblait ainsi se tenir debout, puis elle figura la tête au moyen d'un paquet de vieux linge. La chienne, surprise, regardait cet homme de paille et se taisait bien que dévorée de faim. Alors la vieille alla acheter chez le charcutier un long morceau de boudin noir.
Rentrée chez elle, elle alluma un feu de bois dans sa cour, auprès de la niche, et fit griller son boudin. Sémillante, affolée, bondissait, écumait, les yeux fixés sur le grill dont le fumet lui entrait au ventre. Puis la mère fit de cette bouillie fumante une cravate à l'homme de paille. Elle la lui ficela longtemps autour du cou comme pour la lui entrer dedans. Quand ce fut fini, elle déchaîna la chienne. D'un saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin et, les pattes sur les épaules, se mit à la déchirer. Elle retombait, un morceau de sa proie à la gueule, puis s'élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes, arrachait quelques parcelles de nourriture, retombait encore et rebondissait, acharnée. Elle enlevait le visage par grands coups de dents, mettait en lambeaux le col entier. La vieille, immobile et muette, regardait, l'œil allumé. Puis elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner 2 jours, et recommença cet étrange exercice. Pendant 3 mois, elle l'habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de crocs. Elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le mannequin. Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu'aucune nourriture fût cachée en sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin grillé pour elle. Dès qu'elle apercevait l'homme, sémillante frémissait, puis tournait les yeux vers sa maîtresse qui lui criait « Va !» d'une voix sifflante en levant le doigt. Quand elle jugea le temps venu, la mère Saverini alla se confesser et communia un dimanche matin avec une ferveur extatique. Puis, ayant revêtu des habits de mâle, semblable à un vieux pauvre déguenillé, elle fit marcher avec un pêcheur sarde, qui la conduisit, accompagnée de sa chienne, de l'autre côté du détroit. Elle avait dans un sac de toile un grand morceau de boudin. Sémillante jeûnait depuis 2 jours. La vieille femme, à tout moment, lui faisait sentir la nourriture odorante et l'excitait. Elles entrèrent dans Longosardo. La Corse allait en boitillant. Elle se présenta chez un boulanger et demanda la demeure de Nicola Ravolatti. Il avait repris son ancien métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de sa boutique. La vieille poussa la porte et l'appela. « Hé, Nicolas !» Il se tourna. Alors, lâchant sa chienne, elle cria « Va, va, dévore, dévore !» L'animal, affolé, s'élança, saisit la gorge. L'homme étendit les bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds. Puis il demeura immobile, pendant que Sémillante lui fouillait le cou qu'elle arrachait par lambeaux. 2 voisins assis sur leur porte se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un vieux pauvre avec un chien noir efflanqué qui mangeait tout en marchant quelque chose de brun que lui donnait son maître. La vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien cette nuit-là. Voilà cette terrible nouvelle de Maupassant. Alors, après Mérimée, Maupassant, quel est le gagnant? Je vous laisse juge. Non, je plaisante. Je serais bien en peine, n'ayant ni les compétences pédagogiques ni littéraires, pour faire une comparaison un petit peu poussée entre ces 2 nouvelles. Je vais m'attacher ici, dans la nouvelle de Maupassant, au vocabulaire. Le vocabulaire est mon premier outil pour travailler comme comédien. Dans l'introduction que Maupassant fait à cette nouvelle, il décrit la ville de Bonifacio et la nature autour. L'adjectif sauvage revient à 2 reprises dans ce début de nouvelle, pour qualifier les maisons accrochées à la falaise, les maisons de Bonifacio,
qui sont accrochés comme des nids d'oiseaux sauvages. Et un peu plus loin, il parle de la maison de la famille, de la maman et du fils, dont les fenêtres s'ouvrent sur un horizon sauvage. Alors du sauvage à la sauvagerie, il n'y a qu'un pas, que la nouvelle franchit peut-être, sans doute. Une autre chose, Maupassant nomme la chienne sémillante. J'ai fait des recherches, croyant qu'elle n'aboutirait à rien, mais ça m'intriguait. Pourquoi ce nom si singulier? Et grâce à Wikipédia, je découvre que la Sémillante est un bateau, une frégate plus exactement, qui en 1865 fait naufrage entre Bonifacio et la Sardaigne. Alors, quelle connaissance le public de 1883 avait-il de cette catastrophe maritime et militaire? Ça, je ne sais pas. Mais que Maupassant connaisse cette catastrophe maritime, ça je n'en doute pas, et ce n'est donc pas un hasard à mon avis s'il nomme la chienne sémillante comme une créature annonciatrice de mort. Je continue sur la chienne parce que pour moi c'est vraiment le deuxième personnage central de cette nouvelle, avec la maman. Le fils et l'assassin ne sont pour moi que des ombres, que des silhouettes dans cette nouvelle. Alors le rôle de Sémillante, de la chienne. Sémillante sera l'arme de la maman pour se venger. C'est le côté le plus spectaculaire. Mais avant cela, je voulais souligner la place que Maupassant lui donne. Maupassant écrit à la fin d'un paragraphe consacré à la douleur, après avoir reçu le corps, à la douleur de la maman. Il fait participer la chienne à cette douleur. C'est presque un relais qu'elle se donne entre les pleurs de la maman et les hurlements de la chienne. Et à la fin de ce paragraphe, Maupassant écrit « Elles restèrent là, toutes les deux, jusqu'au matin. Sémillante est comme la compagne de douleur de la maman. » Plus loin, Maupassant écrit que la mère ne dort plus, qu'elle ne connaît plus ni repos ni apaisement, je crois que c'est à peu près ça. Et il écrit « Et la chienne, à ses pieds, sommeillait. » Sommeiller, c'est dormir d'un sommeil léger, pendant peu de temps, ça je pense que vous le savez. Mais il y a aussi un sens figuré, que j'ai trouvé grâce au dictionnaire. À sommeiller, c'est être abattu, déprimé. Et c'est comme si là, Maupassant attribuait des qualités humaines à cette chienne. Donc je reprends cette phrase. « Et la chienne à ses pieds sommeillait, et parfois hurlait au loin. Depuis que son maître n'était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle l'eût appelé, comme si son âme de bête, il utilise le mot âme, comme si son âme de bête, inconsolable. Inconsolable, c'est aussi, on pourrait donner comme synonyme à inconsolable, désespéré. Donc vous voyez, là aussi, il attribue des qualités humaines à cette chienne. Comme si son âme de bête, inconsolable, eût aussi gardé le souvenir que rien n'efface. Là, il y a comme presque une sororité entre la maman et la chienne qui éprouve des sentiments semblables. Et paragraphe suivant, phrase suivante. Maupassant écrit « Or, une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, comme, c'est la conjonction qui veut dire alors que, tandis que, c'est-à-dire en fait au même moment. Donc je répète la phrase, or une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, au même moment, la mère tout à coup, il y a vraiment la simultanéité avec la chienne, la mère tout à coup eut une idée de sauvage vindicatif. Et là, on a un nouveau sauvage qui revient. Sauvage au sens vraiment là de pas humain, la bête sauvage qui a perdu son humanité pour un être humain. Et vindicatif, ça vient du latin vindicare, qui est porté à la vengeance. Donc vous voyez qu'avec le vocabulaire, je trouve que Maupassant parvient à tisser des liens extrêmement profonds entre la maman et la chienne.
ça permet de donner une grande profondeur psychologique à valeur d'humanité dans la nouvelle. Et en réfléchissant à ça, vraiment en gambergeant autour de ces lignes, je les ai relues beaucoup en dehors de l'enregistrement que j'ai fait, je trouve que ça va donner à ce qui va suivre un sens que je n'avais pas perçu au départ. Comment la maman, qui est censée être l'être humain, entre les deux, entre la chienne et elle, comment cette femme va enseigner à l'animal la sauvagerie. Elle va l'éduquer à la sauvagerie par ces scènes qui vont se répéter où elle va apprendre à la chienne à venir agresser un corps à l'aspect humain. Et là aussi, le vocabulaire est extrêmement important. Il y a les verbes déchirer, arracher. Il y a le mot lambeau qui va revenir. Et là, lambeau, tout d'un coup, en relisant la nouvelle, j'ai trouvé dans une phrase au début ce mot lambeau qui est déjà présent. Je vous lis la phrase. Les traînées d'écume pâle, accrochées aux pointes noires des innombrables rocs qui percent partout les vagues, ont l'air de lambeaux. Il attribue à la nature au début les mêmes mots qu'il va donner pour des scènes d'une sauvagerie extrême, quand la maman va donc éduquer la chienne à attaquer. Il y a aussi ce petit morceau de phrase qui est « La chienne enlevait le visage ». Tout d'un coup, après un vocabulaire extrêmement violent, Maupassant utilise un euphémisme, elle enlève le visage. Tout d'un coup, un verbe un peu plus délicat, et je trouve qu'il fait que renforcer la violence. Et je vous rappelle qu'au début de la nouvelle, Maupassant nous avait informé que la chienne servait au fils pour chasser. Et là, dans la deuxième partie de la nouvelle, c'est la maman qui va utiliser la chienne pour chasser, mais pas un gibier ordinaire. J'ai une interrogation que vous saurez peut-être mieux résoudre que moi, avec mes faibles connaissances en matière de religion. La maman se confesse avant d'avoir commis le crime. C'est normal, ça? Pour moi, c'est comme si, en fait, elle se confessait d'avoir déjà commis un sacrilège en enseignant à la chienne un tel comportement. Je vous pose la question. Je finis par deux phrases. Je vous lis la phrase. Le jeune homme, c'est le moment où on a apporté le corps du fils à la maman. Le jeune homme, sur le dos, vêtu de sa veste de gros drap troué et déchiré à la poitrine, semblait dormir, mais il avait du sang partout. Maupassant pourrait s'arrêter là. Mais il avait du sang partout. Il écrit 2 points. Sur la chemise arrachée par les premiers soins, sur son gilet, sur sa culotte, sur la face, sur les mains, des cailloux de sang, répétition du mot sang, des cailloux de sang s'étaient figés dans la barbe et dans les cheveux. Alors pourquoi je m'arrête sur cette phrase? Maupassant, un des maîtres de la concision, passe 4-5 lignes, je ne sais plus, à décrire le corps de cet homme ensanglanté. Pourquoi? Maupassant a d'abord voulu être poète. Il a donc écrit de nombreux poèmes. Il lisait donc les poètes. En 1870, c'est-à-dire une douzaine d'années avant, un certain Arthur Rimbaud écrit un poème que vous connaissez sans doute, Le Dormeur du Val. Je n'imagine pas Maupassant ne pas connaître ce poème. Poème où Rimbaud décrit pendant 9 vers un homme mort en parlant de la nature, de l'allure tranquille de cet homme qui semble dormir. Je vais vous lire les derniers vers du poème de Rimbaud et vous ferez attention aux derniers vers.
Il parle donc du soldat, de cet homme qui est étendu dans l'herbe, les pieds dans les glaïeuls. Il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait insomme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Alors vous voyez que dans ce poème, Rimbaud ne consacre que quelques mots au sang. Et là, notre Maupassant, je me répète, maître de la concision, va s'étaler aussi longtemps. Je pense que ça n'est pas un hasard. Ça, c'est une hypothèse complètement gratuite, peut-être complètement fausse, où je fais un rapprochement abusif. Mais pour moi, que Maupassant mette les 2 points après du sang partout, au lieu de s'arrêter, de mettre un point. Et ce n'est pas un hasard si, comme peut-être un défi qu'il se lance, moi aussi je peux décrire le corps d'un homme, mais je ne vais pas être dans l'économie de moyens d'Arthur Rimbaud. Je vais déployer en quelques phrases un luxe de détails. À voir, vous me direz ce que vous en pensez. Je finis par une dernière phrase, ce sera plus court cette fois-ci, juste pour la beauté de la phrase. Et lentement, c'est le moment un petit peu final où la maman dit adieu à son fils. Et lentement, elle se pencha sur lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres mortes. Vous savez, quand on prend des boules de neige dans la main ou des choses très très froides dans un congélateur, on a les doigts qui collent. Et je trouve que l'image des lèvres qui se collent aux lèvres de son fils, je trouve ça voilà, juste très beau. J'avais envie de le souligner. Je vous dis merci pour l'écoute et je vous dis à bientôt.